Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Les vacances sont finies, le retour de la troupe en masse puisque nous sommes 4 cette nuit ou ce soir, ça dépend de l'horaire sur lequel on se place sur la map monde. En tout cas 4 pour parler des équipes déchues du play-in. Alors on vient de me dire juste avant d'enregistrer du côté de Madiane que c'est peut-être pas le bon terme pour une des deux équipes dont on va parler. En tout cas, je les présente dans l'ordre. D'abord, ordre alphabétique, bien évidemment. On a Gabin avec nous, notre illustre CM. Comment ça va, Gabin? Ça va super la forme. J'ai très hâte que l'Euro de basket commence pour revoir du basket. Mais en attendant, on va parler de NBA et c'est comme si la saison allait bientôt démarrer. Enfin, ça fait du bien de Tu, parler de tu- basket. les highlights de Dejounte Murray ne te suffisent pas, Gabin? Il a pété un câble, c'était beaucoup trop marrant. Enfin, En tout cas, Madiane, est-ce que les highlights de Dejounte Murray t'ont suffi pour te rassasier de basket? Ah, je regarde pas ça, faut pas déconner. Donc du coup, non, moi j'attends. L'euro m'aille pas encore, mais je pense que ça va venir avec les matchs. Là, on est encore en prépa, mais quand les premiers matchs vont arriver, je pense que je vais commencer à jeter un coup d'œil. Je vais reprendre sa formule. Il me l'avait dit en off une fois, il faut l'avouer, nous sommes peut-être plus des fans de NBA que des fans de basket. C'est Tom, comment ça va, Tom? Ça va bien, écoute, les batteries sont rechargées, prêts pour réenchaîner là, pour partir sur les podcasts. Et oui, moi je pense que vraiment, je suis plus un fan de NBA qu'un fan de basket, puisque en vrai, 95% du basket que je regarde, c'est de l'NBA. Ça me fait tellement penser. Je vous ai dit en ce moment, j'écoute beaucoup trop de podcasts de cinéma alors que je ne regarde pas de films, ce qui est un paradoxe. Ça me fait, quand tu dis ça, j'ai l'impression que ça te fait un peu, t'as un peu ce déni, ouais, t'as ce dénigrement parallèle à certains fans de cinéma vis-à-vis des fans de Marvel. C'est-à-dire, je suis seulement fan de NBA, c'est un peu comme si t'es le gros consommateur de basket qui a pas ce côté esthète qu'aiment certains. Enfin, Non, c'est. en fait, tu vois, je vais regarder les matchs internationaux quand il y a des compétitions internationales, je regarde. Après, par exemple, s'il y a, par exemple, je zappe et je tombe sur, je sais pas moi, un match de Jeep Elite ou un match d'Euroleague, je vais regarder, mais je vais pas aller dans mon calendrier pour checker, ah, tel jour il y a un match d'Euroleague ou de Jeep Elite, Ouais, il faut que je me mette tu devant la prépares télé pour pas. regarder. Hmm. Voilà, c'est ça. Ce qu'on fait tous plus ou moins ici quand même, si on est honnête complètement, parce que autrement on pourrait plus vivre. En tout cas, cette intro est beaucoup trop longue. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler des équipes déchues du play-in à l'est de la saison dernière, forcément. Donc, puisque nous sommes entrés dans la nouvelle saison, on va donc parler des Cavs dans un premier temps et des Hornets dans un second temps. Les habitués de l'émission se diront, oulala, ils vont parler des Hornets, préparez-vous. Avant ça, on vous rappelle de nous suivre sur les plateformes de podcast, sur YouTube également. Alors sur YouTube, cette semaine, personnellement, je m'excuse, je suis un peu en plein déménagement, donc c'est un peu compliqué. On n'a pas le setup du YouTuber. Et n'hésitez pas à nous noter sur toutes ces applications. On marque une petite pause et c'est parti. On s'envole du côté de Cleveland. Les Cavaliers, c'était un peu la belle surprise de la saison dernière. Ils se sont pendant longtemps accrochés à une des 6 premières places à l'Est avant de craquer et d'aller au play-in et de finalement sortir au play-in face aux Nets puis face aux Hawks. Donc fin de saison un peu décevante pour une équipe qui avait réalisé une saison qui prix au global est plus que satisfaisante. Je vais commencer par toi, Gabin, parce que tu as un petit peu le semi-petit nouveau de ce podcast, même si tu es dans l'équipe, mais on t'accueille ici. Il y a des regrets à la fin, mais la note au global, on est sur quoi, un 14, 15 sur 20? Bah après, le problème des Cavs, ça a été les blessures. Et à la fin, on peut regretter la grosse blessure de Jarrett Allen quand l'équipe était dans le top 6, elle pouvait viser les playoffs sans passer par la case play-in. Et au final, on avait déjà eu la blessure de Ricky Rubio avant, qui était un des éléments essentiels de la seconde unité de l'équipe. Ensuite, Jarrett Allen, et c'était trop, parce que Jarrett Allen, il a vraiment montré qu'il faisait partie du plan de cette équipe, qu'il avait un rôle essentiel dans la défense, surtout sous le cercle. Et c'est surtout en fait son absence qui a trop pesé dans le dernier rush. C'est pour ça que l'équipe a chuté en fait jusqu'à la 8e place. Mais maintenant, on a un noyau de jeunes hyper intéressant avec Garland, Mobley, Allen. Donc même si l'équipe n'a pas réussi à aller en playoff, je pense que le plus important, il est pas là, faut regarder devant.
et c'est pas si décevant que ça en fait quand on regarde ce qui va se passer dans le futur. Je me rappelle d'un épisode, Madiane, où on se posait la question après les quelques bons matchs. Alors Tom rigole, je ne sais pas pourquoi, je suis déstabilisé. Je me rappelle d'un épisode, Madiane, où on se posait la question après le bon début de saison des Cavs. On parlait d'une équipe qui était en reconstruction depuis plusieurs années, mais qui n'avait pas son précieux. Est-ce que on l'a peut-être trouvé, mais surtout, est-ce que on n'a pas enfin de la projection à moyen terme, ce qu'on avait pu à Cleveland depuis quelques années? Du coup, cette équipe, ben justement, ils ont pas qu'un seul précieux, ils en ont deux à mes yeux. Je commence par Garland parce que justement, il a eu une adaptation à la NBA un peu lente, il avait du mal au début, on l'avait pointé avec Tom, et là, vraiment, on trouve il s'est très bien adapté, il mérite son contrat. Clairement, les Cavaliers misent dessus, donc pour moi, ça y est, ça c'est verrouillé et ça fait un. Et ils ont Mobley qui m'a bluffé. Vraiment, moi, je trouvais qu'il y avait un embouteillage à l'intérieur, je comprenais pas leur construction, etc. Mais le joueur est vraiment impressionnant et en fait, il est, je trouve, très adapté à la NBA actuelle et il est très pertinent, je trouve, dans cette équipe. Donc pour moi, ils ont les bases de leur reconstruction et maintenant, il y a plus qu'à peaufiner le reste et je pense qu'ils sont en bonne voie. Tom, je vais te laisser un peu réagir à ce qu'ont pu dire Gabin et Madiane, et je te lance parce que tu nous as glissé dans la trame une question thomienne, je l'appellerai ainsi, jeune équipe déjà proche de la taxe malgré les deux meilleurs joueurs sous contrat rookie, inquiétant, point d'interrogation. Tom, alors, qu'est-ce qu'on tire comme bilan de cette première saison des Cavs qui ont retrouvé les sommets? Alors, on va pas parler de sommets qui étaient ceux atteints pendant la période LeBron James, mais on va dire qu'ils sont redevenus une équipe crédible, ce qui n'était pas forcément à une certaine période. Alors, qu'est-ce qu'on en dit par rapport à ça, puis par rapport à déjà l'évocation d'un plafond financier? Déjà, ça a été une équipe un peu surprise cette saison. On s'y attendait pas à les voir là. Après, ce qui est intéressant en fait, dans le fait que ce soit une équipe surprise, contrairement par exemple aux Knicks de la saison dernière, ou si on peut dire d'il y a 2 saisons maintenant, puisqu'on va attaquer la prochaine saison. En fait, eux, ils ont des forces qui peuvent durer. C'est-à-dire que leur force, eux, ça va être la défense et ils sont pas c'est pas forcément sur la réussite à 3 points adverse en fait qu'ils arrivent à faire des dommages en défense avec leur système, avec les deux tours jumelles Mobley et du coup Jarrett Allen. C'est une équipe qui fonctionne défensivement avec les deux sur le parquet, qui fonctionne défensivement aussi avec l'un des deux sur le parquet et qui d'un point de vue analytique sur les tirs que les défenses sont censées contrôler permet peu d'accès au cercle, donc c'est une équipe qui fait peu de fautes grâce notamment à la grande envergure des joueurs, qui est très dissuasive, qui laisse les adversaires à un bas pourcentage de réussite au cercle, notamment avec Allen et Mobley, et aussi qui concède le moins de tirs, la moins grande proportion entre guillemets pourcentage de ses tirs au cercle. Donc ça, c'est une base solide et vu le personnel, c'est pas quelque chose qui pour moi va changer. Donc là, on n'est pas sur un phénomène de l'adresse adverse. Donc ça, c'est vraiment leur force qui permet ça. Donc du coup, je pense que c'est une équipe qui peut aller loin sur la durée. Là où il y aura la problématique, c'est surtout de l'autre côté du terrain au niveau de l'attaque, puisque c'est une équipe qui a besoin vraiment de Garland pour fonctionner, et l'attaque ne fonctionne pas en fait sans Garland. On se rend compte que pour aller un petit peu plus loin, cette équipe-là, elle a besoin de feu offensif sans être trop mauvais défensivement, et on le voit par exemple Garland, quand il est sur le terrain, l'équipe a un offensive rating de 115.2, alors que quand Garland n'est pas sur le terrain, l'équipe tombe à un offensive rating de 116, qui serait à peu près dans le 15e centile de la NBA, et au global, les coupes shoot à peu près à 33% à 3 points. Donc, on voit vraiment qu'il y a un gros manque de playmaking de ce côté-là. Et du coup, je pense que la prochaine étape, c'est d'aller chercher ou de récupérer un bon joueur offensif à pouvoir intégrer dans le roster, de trouver aussi un poste 3. Et dernière chose, c'est de compter sur l'évolution offensive d'un point de vue volume de Mobley et aussi de Jarrett Allen.
Madiane, Gabin, beaucoup de choses à dire, vous voulez réagir? Déjà, ce qui est top, c'est comme tu l'as dit, en fait, les Cavaliers, là, ils ont locké leur effectif au poste 1, 4, 5. Ça va pas bouger jusqu'à au moins 2026, la fin de contrat de Jarrett Allen, parce que le Evan Mobley va forcément être prolongé avec la saison qui vient de sortir. Ça paraît lunaire de le laisser partir à la fin de son contrat rookie. Mais c'est vrai que du côté poste 2-3, il y a encore énormément d'interrogations. Notamment poste 2, toute la saison, Isaac Okoro a joué titulaire à cette position. Mais moi, sur le long terme, c'est un joueur qui me pose énormément de problèmes. Parce qu'en fait, oui, il est super bon en défense. Il a une valeur très positive de ce côté-là. Mais en attaque, il y a beaucoup trop de soucis quand il joue. En fait, Okoro, c'est... en fait, il participe très peu à l'attaque de l'équipe. Et en fait, quand on regarde, ça peut pas être un bon 3&D parce que quand on regarde ses stats, il est à 35% de réussite à 3 points. On se dit, ok, bon bah j'exagère un peu, 35%, ça va, c'est un shooter correct. Mais en fait, Isaac Okoro, il prend des shoots, c'est pour ça qu'il faut regarder la stat un peu plan, il prend des shoots que quand les défenseurs sont très loin de lui. C'est-à-dire qu'il ne joue quasiment jamais, il traîne à peu près à 8 points par match, et en fait, il va oser prendre ses responsabilités, prendre ses shoots, que quand vraiment les défenseurs sont loin. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que Garland, c'est un joueur qui peut créer beaucoup d'espace pour notamment Okoro. Sauf qu'Okoro, c'est un joueur qui pourra pas en profiter sur le long terme. Et donc, on l'a vu sur la fin de saison, c'était plutôt Levert qui a pu jouer 2. Moi, je suis beaucoup plus favorable à ce qu'on laisse Levert au poste 2 sur cette saison, plutôt que continuer à jouer avec Okoro. Et Okoro, son avenir en NBA me semble vraiment flou. Là, je sais pas vraiment quel rôle il peut avoir dans le futur. Okoro, en fait, c'est un cas très spécial, je trouve, dans cet effectif, parce que justement, il y a un autre gars qui est au poste 3, qui s'appelle Markkanen, qui a joué au poste 3 de manière, on va dire, surprenante. Et moi, j'ai quand même la sensation que tu ne peux pas forcément mettre Levert et Markkanen aussi souvent cette année sur le terrain. En fait, ça me pose un souci. Je ne vois pas comment ça tient, hormis sur la surcompétence de Mobley et d'Allen. Et ils sont forts, mais je ne sais pas à quel point ça peut tenir, parce que vraiment, l'effectif me paraît parfois lunaire au niveau défensif. Par exemple, j'ai noté un line-up qu'ils ont fait jouer, qui a un excellent defensive rating sur un volume de minutes plutôt assez élevé, où tu avais Rubio, Garland, Markkanen, Allen, Mobley. Oui. Et ça me paraît tellement lunaire que cet effectif-là, qui pour moi sur le papier se fait trouer sur les postes 1, 2 et 3, et en fait non. Donc moi, si ça continue comme ça, je mets évidemment Levert en avant, parce que je pense que c'est bien mieux qu'Okoro, et qu'il vaut mieux avoir quelqu'un capable d'exploiter les espaces que va créer Garland. Mais attention, parce que ça me paraît tellement fragile et tellement lunaire que ça puisse marcher actuellement. Je t'ai vu beaucoup Okoro, gigoter, Tom, pour reprendre un terme qui n'est plus utilisé. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Okoro, pour moi, ce qui est problématique. Enfin, Gabet a parlé du fait qu'il fallait attendre, en fait, quand il prend ses shoots, il y a vraiment beaucoup de temps entre le moment où il récupère le ballon, qu'il lance son shoot, et les adversaires ne vont même pas se prendre la peine de faire le close-out. Et le pire là-dedans, le truc avec Okoro, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est 12% d'usage. Déjà, tu shootes que quand t'es grand ouvert, et t'as 12, tu vois, pour moi, en fait, c'est comme si tu attaques vraiment à 4. C'est vraiment le phénomène un peu Matisse Thybulle. Tu attaques vraiment à 4. Et on l'a vu, dans le play-in face au Nets, on l'a littéralement oublié, ce qui fait que au final, il a été sorti, et le deuxième match de play-in, il a quasiment pas joué. Le deuxième match du play-in, il a quasiment pas joué, parce que les défenses ne s'occupent même pas de lui. Et là, en fait, ce qui se passe avec Okoro, c'est il y a déjà sur le poste 2 des Cavs, la grosse problématique qu'il y a, c'est que aujourd'hui, t'as 4 joueurs. T'as
Si on compte pas Rubio, qui peut du coup jouer avec Garland, t'as 4 joueurs. T'as Colin Sexton, mais qui est pas encore re-signé. T'as Caris LeVert, qui est censé être le titulaire au poste 2. Enfin, le beat writer de The Athletics, qui est passé dans un podcast de Zach Lowe pour les Cavs, je crois que c'est Kémy Rousseau, quelque chose comme ça, en a parlé. Il disait que selon l'organisation, c'est lui qui est titulaire au poste 2. Ensuite, tu as Okoro pour la défense et t'as le joueur qu'ils ont drafté, là, Agbaji, pour le shoot. En fait, il faudrait faire un mix et avoir un joueur. Oui, mais c'est comme toujours, c'est en fait un joueur qui est capable à la fois de défendre, à la fois de tirer. Ben, je suis désolé, mais c'est infiniment plus cher. Tu peux pas tout avoir. Donc Oui, moi je pense qu'il faut moi je pense que par exemple un Rubio Garland ça peut se reconduire assez facilement cette année parce que sur les échantillons qu'on a l'an dernier ça a marché. Ouais, mais quel Rubio aussi? Parce que là, Rubio, il revient des croisés, hein. Il revient pas avant janvier, Ça, il revient des croisés, et là, la personne qui peut jouer, pour l'instant, le backup meneur qui est sous contrat, aujourd'hui, c'est Raoul Neto. Alors, tu vas me dire, oui, c'est mieux que, oui, vous rigolez, mais c'est vrai. Tu vas me dire, oui, c'est mieux que Rondo qui joue comment ça s'appelle, du money time, dans un match de play-in en 2022. Mais, enfin, c'est pas non plus une solution hyper viable, tu vois. ah non, ça allait pas. Après, Okoro, c'est un peu comment dire, sans parler du joueur, parce que j'ai déjà eu l'occasion de longuement parler de lui il y a quelques mois quand on avait fait l'épisode sur Okoro, où il y a quand même, je trouve que sa défense est surcotée et que il y a eu des flashs, mais vraiment des tout petits flashs de pénétration qui pourraient un peu changer son jeu, mais ça reste très limité. C'est le choix philosophique à côté d'un meneur qui s'approche de l'héliocentrisme. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets un mec défensivement qui doit être coupé du ballon ou est-ce que tu mets quelqu'un capable de l'épauler? C'est en vrai, c'est le choix philosophique qu'il faut faire. Par rapport à Okoro, aussi noter que c'est un mec qui est trop petit pour défendre sur les 3 en plus. Ce qui est un problème pour Cleveland parce qu'ils ont personne pour défendre dessus. Ils ont rien en 3. C'est incroyable. C'est Dean Wade et Lamar Stephens. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Voilà. Et du coup, vu que je suis en train de me rendre compte qu'à 4, on part beaucoup trop loin. Parlons de l'intersaison, du coup. On a fait le bilan, on avance l'intersaison. Des vétérans pour entourer les jeunes. Donc, t'as parlé de Raúl Neto. Rubio revient, contrat de 3 ans. Qu'est-ce que t'en as pensé? Il y a ben cette intersaison, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris de risque, on a voulu continuer sur la lancée. T'en as pensé quoi? Bah, déjà, il y a eu la draft de Ochai Agbaji. Et en fait, c'est là où tu te rends compte qu'il y a vraiment un problème poste 2 parce ils ont, bah, comme vous avez parlé de tous ces joueurs, ils essayent encore de trouver le profil qui va trouver sa place à côté de Garland. Bah, après Agbaji, faut voir, pourquoi pas, mais c'est un rookie. Donc pour l'instant, c'est absolument pas prévu qu'il prenne, je pense, la place de titulaire dans l'effectif. Sinon, l'intersaison, en fait, on a recruté des vétérans, Robin Lopez, Raúl Neto. Le retour de Rubio, je pense qu'il a fait plaisir à tous les fans des Cavaliers après sa saison passée. Donc on sent qu'on est vraiment dans la continuité du projet de l'année dernière et que je pense que le front office était vraiment confiant et s'est dit, peut-être que sans les blessures, si on repart avec les mêmes bases et nos jeunes qui vont progresser, ça va passer. Et je suis totalement d'accord avec ça, il n'y a rien qui presse. On a beaucoup de joueurs jeunes avec du potentiel qui vont encore progresser cette année. Donc pour moi, il n'y avait pas besoin de faire de gros changements et faire dans la continuité comme ils font là. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. La continuité, vous êtes d'accord, les gars? C'est-à-dire pas tomber dans l'hubris et croire qu'on avait une équipe peut-être taillée autrement et rester cohérent. C'est-à-dire que globalement, et je vais un peu tweaker la trame, ils auraient fait cette intersaison-là sans leur saison précédente. On l'aurait pas critiqué en fait. Je pense que il n'y a pas eu de changement complètement de politique. Mais moi je suis plutôt content de l'intersaison. Déjà, je me suis rendu compte en analysant l'effectif qu'ils ont énormément de joueurs qui vont voir le terrain, qui peuvent voir le terrain, que ce soit entre titulaire ou remplaçant, sur un nombre suffisant de minutes, parce qu'ils ont Garland, Levert, Markkanen, Mobley, Allen, Rubio, Sexton, Osman, Okoro, Love, Agbaji, et il y a Lopez et il y a Neto. Tous ces joueurs,
c'est pas un scandale s'il voit le terrain. Il y en a aucun où je me dis il a pas sa place sur un terrain NBA. La profondeur de cet effectif est quand même assez importante. Ils ont pas de poste 3, mais visiblement, ça gêne pas parce que l'an dernier ils ont joué sans et ça a marché. Donc finalement, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de se presser? À la draft, je pense qu'ils ont joué comme quand ils ont pris Mobley. Ils avaient une bonne opportunité là, ils l'ont prise. Si ça marche, enfin la draft c'est un casino, mais si ça marche, ils résolvent leurs problèmes à très long terme. Donc ils avaient tout intérêt à faire ce move là. Je trouve que c'est pertinent. Franchement, moi j'ai vraiment rien contre l'intersaison des Cavs. Je trouve ça cohérent. Je trouve que c'est dans la continuité. Ils ont pas fait cramer la caisse. Et justement, par rapport à ça, il y a plusieurs cas intéressants. C'est que le contrat de Levert et de Love expire cette année. Donc finalement, ok, ils sont au bord de la luxury tax. Il leur manque 13 millions pour l'atteindre. Mais finalement, l'an prochain, ça va un peu se dégonfler cet aspect-là. Ah, ça va un peu se dégonfler. J'ai pas dit que ça va être incroyable. Et il faut voir ce qui se passe avec Sexton. Mais moi, je pense que ça va finir en qualifying offer parce que ils ne voudront jamais, je pense, aller dans la luxury tax et du coup, ils ne peuvent pas proposer les 20 millions par saison que réclame le clan Sexton. Comme ils arriveront jamais aux 20 millions par saison, je pense que Colin Sexton va sortir du banc et que c'est sa dernière saison chez les Cavaliers parce que j'ai vraiment du mal à voir comment ils le re-signeront. Donc Tom nous a fait une séance de pilates à l'heure actuelle. Donc Tom, vas-y, dis-nous pourquoi tu tiquais. Déjà par rapport à l'aspect contractuel, c'est vrai que déjà par rapport à Levert, il y a des rapports qui sont sortis comme quoi les Cavs essaieraient de le prolonger. Ensuite, par exemple, sur l'argent, par exemple, qui ne sera plus présent. Donc, on parle en gros des joueurs en fin de contrat. Si on parle Levert et Love, ce sont des joueurs qui sont plutôt importants dans le système. Donc, par exemple, Kevin Love, qui était troisième au trophée de sixième homme de l'année. Et quand tu prends les deux sommes, on arrive aux alentours de 46 millions. Sauf que les 46 millions, si tu prends par exemple le contrat qui a été qui est sorti du contrat qui a été proposé à Sexton, du coup, disons les 12-13 millions par saison. Ouais, 13 millions l'année. Il va probablement refuser. Parce que après les 13 millions l'année, c'est parce que c'est le montant pour ne pas aller dans la taxe, comme l'a dit Madiane. Et si tu prends la prolongation de Garland, et attention, si Garland devient All-NBA un peu à la Trae Young cette année avec les escalators parce que là il est designated rookie, mais il peut potentiellement, plutôt que signer pour 25% du cap, avoir 30% s'il est All-NBA. Ben du coup là, en termes de marge, tu l'as plus. Et encore une fois, faut pas tomber dans le piège de ce qui est arrivé aux Celtics avec Al Horford et Gordon Hayward. Quand on parlait à un moment des contrats, par exemple de Jaylen Brown et de Jason Tatum, il disait oui, quand Jason Tatum va signer, Al Horford, son contrat sera plus là. Quand Jaylen Brown va signer, le contrat de Hayward sera plus là. Les contrats ne sont plus là, mais les joueurs ne sont plus là non plus. Et c'était des joueurs qui étaient importants en fait. Et du coup, si Kevin Love il est pas là, certes son contrat n'est plus là, mais sa production elle n'est pas forcément remplacée. C'est pour ça que je serais un peu, c'est pour ça que j'ai tiqué un peu dans le sens où c'est pas parce que tu as besoin de l'espace pour le contrat du joueur que tu n'as plus besoin de ce que le joueur apporte à ton équipe. Oui, mais Kevin Love, c'est quand même une somme qui ne reflète pas sa valeur terrain. C'est dans ce sens-là. Certes. Alors ok, Garland a un contrat inférieur à sa valeur terrain, mais le contrat de Love n'a aucun sens pour le joueur qu'il est actuellement, et tu pourras trouver sur des sommes bien moins folles un joueur capable de remplir ce rôle. Oui, alors oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est dans le sens où c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si tu comptes 0 pour le contrat de Love, il va falloir trouver de l'argent pour trouver un joueur qui va refaire sa production, tu vois. Non, mais disons que t'auras de la marge. Ils seront là pour l'instant, ils sont à 107 en estimé à ce moment-là. À voir combien. Moi, ça me fait peur la resignature de Levert parce que il faut voir combien ils mettent sur la table. Moi, je pense que Sexton, ça va être mort parce qu'ils ils iront jamais à l'attaque cette année. Alors, ouvrons, parce que tu assistes à ça, Gabin, là. Ils sont en petit tête-à-tête, là. Il faut couper ça. Parlons justement de Sexton, parce que c'est le gros dossier à l'heure actuelle. Donc, Sexton patiente. Donc, free agent restreint depuis le 1er juillet 2022. Tom, tu l'as dit,
Ce qui est sorti, c'est visiblement 40 millions sur 3 ans, ce qui nous donne, bon, sans avoir fait HEC, on est sur du 13 et quelques l'année. Et visiblement, rappelons que Colin Sexton est représenté par Rich Paul, qui va quand même falloir en parler un jour et quand même pas, quand même a des coups de génie à son répertoire, mais aussi des sacrés ratés. Considère Nerlens que Noël. Nerlens Noël, il y en a d'autres. Hein. Bref, considère, eux le voient Colin Sexton comme un meneur titulaire, un 2 titulaire NBA, et considère qu'il devrait être payé en tant que tel. Gabin, tu vois comment cette situation, parce que ça commence à devenir très compliqué. Il y a l'info qui sortait il y a 2-3 jours, comme quoi les joueurs des Cavs vont se réunir ensemble à Los Angeles. Sexton ne sera pas de la partie. Enfin, comment tu vois ça? Je pense que la rupture est devenue inévitable parce que la situation, enfin les Cavs vont pas payer Sexton à sa valeur uniquement pour pas passer dans la luxury tax, mais en même temps je vois mal Sexton du coup accepter 13 millions en l'honneur de quoi, pourquoi il ferait ça, je ne sais pas, sachant qu'il vaut plus, je pense, mais je pense que la meilleure solution pour lui c'est d'accepter la qualifier option à 7 millions. Et donc ensuite montrer ce qu'il vaut et la saison prochaine il pourra être unrestricted free agent. C'est-à-dire que n'importe quelle équipe pourra aller le chercher. Et si cette année il devient le poste 2 titulaire avec cette option à 7 millions et qu'il montre vraiment ce qu'il peut faire, peut-être qu'à ce moment-là il pourra avoir un meilleur contrat ailleurs. Maintenant pour les Cavs, ouais, j'ai l'impression qu'ils ne le feront pas, mais moi j'ai vraiment envie à leur place de mettre les 20 millions sur Sexton. Parce que, ok, cette année, il a joué que 11 matchs et je pense que c'est ça le gros point d'interrogation qui empêche les négociations. Mais avant sa blessure, Sexton, c'était un grand espoir chez les Cavaliers. On se souvient du surnom Sexland quand il y avait le combo guard Garland-Sexton à Cleveland. C'était il y a pas si longtemps et ça marchait super bien. Et pour moi, Sexton, c'était une pièce centrale de la reconstruction des Cavs. Là, ils pensent qu'ils peuvent faire sans. Moi, je trouverais ça dommage de le laisser partir comme ça, sachant que là, il est restricted free agent. Ça veut dire que tu peux le verrouiller maintenant. Et je trouverais ça dommage de le laisser partir en se disant ça va être bien l'année prochaine, on va avoir plein de space, on va signer quelqu'un. Ouais, mais déjà ça c'est pas garanti et en plus qui? Parce que je jouerais plutôt sur la sécurité en fait. Prendre Sexton, ok, on va arriver dans la taxe, mais au moins ton effectif sur le futur, il est verrouillé. Ouais. Est-ce que, en dehors je vais te lancer, Madiane, en dehors des considérations salariales, est-ce que c'est pas non plus se dire, et je paraphrase un peu Gabin, on l'a dit, leur intersaison globalement, c'est correct. Mais est-ce que ne pas re-signer Sexton, c'est pas déjà commencer à faire des réflexions quasiment au fit, là où on n'est peut-être pas encore à ce stade-là de la reconstruction et de la progression de l'effectif des Cavs, Madiane? Mais pour moi, il serait, et d'ailleurs, c'est la vision qu'ils ont. Du coup, on a vu les mêmes choses avec Tom. Du coup, c'est Rousseau qui du coup, il le voit très bien en sortie de banc, en Energizer, et c'est ce qu'il leur faut en fait. Garland n'est pas sur le terrain, t'as un mec ultra compétent à qui tu peux filer la balle et tu sais que ça va tourner. Donc c'est pas un problème, hein. Moi je pense que le fit il est pas si mauvais et moi je me dis pas non, surtout pas Sexton, etc. Si j'étais dans un jeu vidéo et que j'avais pas un propriétaire qui a pas envie de la payer, mais moi je lui donne en fait son argent, je pense. Je pense que je lui donne parce qu'en fait tu sais ce que tu perds, tu ne sais pas ce que tu récupères. Mais je pense que côté general management, ils sont bloqués. Ils n'iront pas parce que je pense qu'ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas l'autorisation de le faire. Mais est-ce que c'est pas plutôt un problème de rôle que financier? Parce que Sexton, le re-signer en lui disant tu seras. Rappelons quand même qu'à une période, c'était vraiment à la préhistoire de la reconstruction de Cleveland, c'était un mec qui était tête d'affiche de la reconstruction. Lui dire de se retrouver 6e homme Energizer, est-ce que c'est pas une partie du problème, Tom? Ben, limite, quand tu vois l'effectif actuel, si jamais tu re-signes Sexton, au final, c'est ton 4e porteur de balle. Puisque, selon ce qui est sorti, t'aurais Garland devant, Levert qui serait dans le 5 majeur, peut-être Rubio.
puisque l'association Wibio Love, ça fonctionne bien, ça a bien fonctionné. Wibio, il a fait un bon passage l'an dernier. Et en gros, Sexton, ce serait en gros le soliste. Mais tu vois, enfin, est-ce que payer, je sais pas, 20 millions l'année pour ce rôle-là, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que payer déjà 12 millions pour ce rôle-là, ça vaut le coup? Et la problématique aussi, c'est que si, par exemple, Sexton, tu lui offres la qualifying offer, mais en vrai, tu sais qu'il part. S'il prend la qualifying offer, tu sais que tu vas pas le prolonger. Du coup, C'est quel ce qu'ils intérêt vont de le faire jouer, jouer. surtout qu'il joue sur le poste d'Agbaji? Tu vois? Gabin lève la main de manière scolaire. Je vais donc de ce pas lui donner la parole. Et ensuite, Gabin, je te lance à la fois sur ça et du coup, 5e poste de starter alert, parce que c'est un peu à l'image des Cavs. Hein. On a parlé de l'intérieur. On est sur les arrières. Le trou béant entre. Donc, je te laisse enchaîner, Gabin. Mais en fait, le problème qui se pose, c'est que je pense que les Cavs, ils sont très heureux de leur situation avec Levert. Ils vont essayer de faire jouer Caris Levert au poste 2, du coup. Et, enfin, je me dis, ils se disent, bah, ça sert à rien d'avoir Sexton, du coup, si on a Caris. Et peut-être que le temps leur donnera raison. Moi, je pense pas que Caris Levert, sur le long terme, ça soit faisable. Oui, bah, je vous vois tous faire des grimaces, bah oui. On n'est Mais, pas très, on n'est pas très En fait, on n'est pas du ici. tout Caris Levert. Hein. Mais On le comment on peut déteste, encore être... hein. Mais comment on peut... Moi, je pose... ceux qui nous suivent sur YouTube dans les commentaires, comment on peut être encore Caris Levert, par contre? Mais on te laisse enchaîner, Gabin. Mais ça pour dire que je pense qu'il va y avoir un choix à faire entre les deux. C'est soit on donne 20 millions à Sexton et dans ce cas-là, on ne prolonge pas Caris Levert, qui est en fin de contrat à la fin de la saison 2023. Soit on voit ce qui se passe, on prolonge ou pas Caris Levert en fonction de sa saison. Et s'il ne confirme pas, si Levert ne fait pas une bonne saison, dans ce cas-là, Sexton et Levert partiront et on aura du cap space pour signer quelqu'un. Non, c'est faux. Non. Enfin, c'est pas ces tarifs-là. Malheureusement, le problème, c'est que quand tu as déjà le joueur dans l'effectif, c'est plus simple de le re-signer. Quand tu vas chercher quelqu'un à la free agency, c'est beaucoup plus concurrentiel. Et tu te retrouves souvent à surpayer des joueurs très moyens. Parce que si tu as envie de les attirer, tu es obligé d'aligner un chèque. Tu es en concurrence contre tout le monde. Et tu n'as pas la priorité. C'est vraiment ça le problème. C'est pour ça que moi, si je pouvais signer Sexton, je pense que je le ferais parce que je sais pas ce que je vais récupérer ensuite. Et lui, je sais qu'il est compétent. Alors, ok, il y a sa blessure. Ça, c'est quelque chose. Mais c'est un vrai problème, ça, de pas avoir une idée de son niveau en retour de jeu. Mais quand même, je trouve qu'il y a moins c'est moins incertain de garder ce joueur-là que de se dire bah vas-y, on va perdre Kierland, on va perdre Sexton et puis on espère de tout cœur qu'on trouvera quelque chose sur la free agency. Non, parce que si t'as pas un projet qui plaît au free agent, tu vas devoir payer très cher. Cleveland, c'est pas non plus la meilleure destination de l'est des États-Unis. Ça va être compliqué, hein. Ouais. Vas-y, Tom. Vas-y. Non, c'est ça, hein, mais moi je vois, c'est pour ça qu'il y a un gros embouteillage, un énorme souci aux Cavaliers. Et je pense que ce qui va se passer, malheureusement, c'est peut-être la prolongation de Caris Levert et Sexton va faire ses valises ailleurs, parce que là, il y a vraiment. Moi, je préfère voir Sexton jouer, mais il y a un blocage. Donc je pense que ça va se finir un jour ou l'autre entre les deux. Non, je refuse Caris Levert. Du coup. Tom, je te lance la question. Qui pour le 5e poste à l'est? À l'est, bien sûr, à l'aile. Parce que, on l'a dit, comme je l'ai dit, on a un peu parlé des intérieurs, on parle beaucoup des arrières, mais entre, il y a un poste. Oui, ben, en fait, vu que je pense que c'est une équipe qui joue grand, je pense que pour l'instant, et par rapport à ce dont l'équipe a besoin, ce sera par défaut Markkanen sur le poste 3, parce que t'as quand même besoin d'un peu d'espace, hein. Parce que, enfin, on va dire que si tu pars avec Garland, le backcourt Garland Levert, il te faut un peu de spacing parce qu'à l'intérieur, tes intérieurs ne s'écartent pas.
Donc il va falloir quand même trouver un peu de spacing et de respiration. Et puis comme c'est une équipe qui joue grand, et Markkanen c'est pas qu'un shooter, c'est un joueur qui joue aussi près du panier, qui a des capacités notamment pour sur les cuts de pouvoir finir. Il est servi notamment sur des high-low, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc je pense que ce sera lui pour l'instant. Mais que ça, je pense que ça va évoluer. Il y a pas de fixe. Ça pourrait être peut-être Lamar Stephens, mais même ou Dean Wade. On a vu des moments où c'était Dean Wade, mais voilà, tout ça, ce sont des joueurs qui sont un peu justes pour le niveau NBA et peut-être en tant que vraiment stopgap et en gros pour maintenir un certain niveau de rotation. Tu vas les faire commencer, ils vont jouer des bouts de minutes par-ci par-là, mais après tu conserves ta rotation et ton banc intact. Tu peux les mettre, mais en vrai, je pense vraiment que ce sera Markkanen au début et que ça variera en fonction des performances, puisque c'est une équipe qui peut se permettre. Moi, je trouve que c'est une équipe qui peut se permettre de jouer petit et de prendre l'eau entre guillemets à l'arrière. Tellement leurs grands sont forts. C'est-à-dire que quand t'as la possibilité, par exemple, je sais pas moi, pour prendre un exemple, quand t'as la possibilité d'avoir un mec je sais pas moi comme Bam Adebayo ou Anthony Davis, bah tu peux te permettre d'avoir une passoire sur le point d'attaque parce que tu sais que t'as ces mecs là derrière. Par contre, si tu sais que t'as personne pour couvrir à l'intérieur, ben du coup là tu es obligé d'être un petit peu plus conservateur. Donc je pense que il y a moyen un peu de déséquilibrer cette équipe là pour aller chercher vraiment un peu de feu offensif. Ce qui fait relativiser l'importance d'un mec comme Okoro, tu vois, à quel point c'est important d'avoir un stopper sur les postes arrière quand t'as cette protection, etc. 35 minutes de passer sur les cases, alors ce n'est jamais à l'égalité totale, hein, mais on est obligé de passer. Ah, je m'en frotte les mains sur les Hornets. C'est une mouche. Je m'en frotte les mains. Et je suis obligé de rendre à Tom ce qui lui appartient, de la hype au swipe. Swipe, non pas, c'est pas une mauvaise prononciation de sweep, mais on est bien sur côté génération Tinder, sweep, voilà, swipe. Allez, ça a swipé les Hornets 2 saisons de suite, quand même. Hein. 2 play-in du côté des. Alors, on en a déjà fait un épisode avec Madiane, donc Madiane, tu comprendras que je vais laisser la parole en premier à Gabin et à Tom. On pourra en rajouter une ultime couche. 2 saisons de suite, Gabin, ça finit mal pour les Hornets, et mal encore est un très bel euphémisme de ma part. Voilà, il y a pas de lancement en fait. 2 saisons que ça finit mal. Un petit retour sur la saison des Hornets, mais ça avait démarré par, c'est dit dans le titre, hein, une hype Hornets. C'est une équipe qu'on avait dit peut-être qu'elle sera intéressante à voir jouer. Très vite, non, et très vite nous ont plus ou moins fait la même chose, c'est-à-dire un match catastrophique pour conclure leur saison. Mais la saison en soi, il y avait trop de problèmes, notamment en défense. C'est un problème depuis pas mal d'années, mais ils n'arrivent pas à trouver un bon protecteur de cercle. Ils font beaucoup d'erreurs. Notamment, il y a beaucoup de fois où en fait il y a eu des erreurs défensives où tu te retrouves avec des gens ouverts à 3 points après quelques switches, quelques écrans, et tout le monde se regarde en mode non, c'était ton joueur, non, c'était là toi, oh non. Et dans ces moments-là, il y a même des fois où ils préfèrent se regarder pour savoir qui devait aller défendre que vraiment recourir pour essayer d'aller défendre. Et ça, moi, je peux pas, parce que encore, vas-y, la protection de cercle, tu joues avec Mason Plumlee en 5, c'est difficile. Je comprends, en termes de profil, tu peux pas faire beaucoup mieux. Mais sur les erreurs défensives à tout va, il y avait vraiment trop de soucis. Et l'apogée de ces erreurs, c'était vraiment le match des play-in contre les Hawks. C'était mais ridicule. Le nombre de fois où on voyait des Bogdanovic tout seul et tout le monde se regardait. Et en fait, je pense que du coup, Borrego a dû prendre la porte. Et je crois que c'est ce match qui a été la grosse cassure, le point de rupture entre les Hornets et lui. Parce que à un moment, soit les joueurs n'étaient pas assez disciplinés pour écouter ses ordres, soit il donnait des conseils mauvais, mais dans tous les cas, là, ça ne pouvait pas continuer. Il avait une grosse responsabilité dans la défense de l'équipe. Et du coup, oui, de l'autre côté, ça va. C'était une équipe qui était en attaque. C'est agréable d'avoir joué les Hornets, notamment grâce à LaMelo Ball qui nous a fait une grosse saison offensive. C'est vraiment Est-ce un que le meneur bon hyper adjectif, c'est pas polyvalent. plutôt spectaculaire, Gabin? Si.
plutôt C'est que bon. les Hornets, honnêtement, on préfère regarder les highlights que les matchs en entier. Parce que au moins les highlights quand, C'est très quand bien ça résumé. attaque le panier, la le ball passe entre les jambes, ça c'est bien. Je ne peux qu'aller dans le sens de Gabin. Ce match reste un monument. À l'image des mauvais films, j'invite vraiment nos auditeurs à prendre du temps et aller le regarder, hein, parce que c'est Le vraiment un play-in. monument de défense absolument apocalyptique. Tom, je te relance du coup. Comme l'a dit Gabin, une équipe qui, je reste persuadé que Borrego devrait monter un procès à la NBA pour l'instauration du play-in parce qu'il n'y a pas de play-in, il saute pas. Il a vraiment perdu à cause de ça 1 an de coaching, je pense. Tom, par rapport à cette saison des Hornets qui est décevante, on peut pas en dire autrement, quoi. Enfin, elle se termine mal. Enfin, c'est plutôt intéressant puisque bon, ils finissent quand même avec un bilan comptable positif. Et il y a eu des moments où ils étaient même très bons. Enfin, juste à la blessure de Gordon Hayward. Du coup, ils étaient plutôt bons. Ils ont perdu Hayward vers le milieu de la fin, malgré les arrivées d'arrêt, tout ça, ça n'a pas suffi pour stabiliser l'équipe assez. Il y a encore une fois la problématique du poste 5. Hein. Ils ont beaucoup de joueurs à appeler, mais ils ont très peu de solutions. Malheureusement, il y a beaucoup de joueurs à ce poste-là. Enfin, il y a beaucoup de roster spots qui sont pris pour des joueurs qui sont censés être pivots, mais en termes de niveau de jeu, ça suit pas par rapport au niveau de la NBA, ce que ça demande. Et pour revenir à ce qui s'est passé, notamment pour Borrego, je pense que ce qui lui a coûté sa place, c'est même pas ce qui s'est passé au niveau du play-in. Déjà, l'entame du troisième quart-temps, c'est n'importe. J'invite vraiment les auditeurs à aller revoir au moins la deuxième mi-temps. L'entame du troisième quart-temps est pitoyable. Aucune consternation, alors que c'est le match pour sauver votre saison. C'est le match pour sauver votre saison, les mecs. Et Borrego, le truc qui m'a marqué, c'est dans le quatrième quart-temps, il doit peut-être rester 3 minutes. C'est là qu'il sort les mecs, alors qu'ils sont à moins 20, non, mais il y a un truc, je pense que c'est plus ça, en fait. À ce moment-là. Ouais, voilà, je pense que c'est plus ça, en fait, il a dit, bon, ok, vous voulez m'humilier, moi, je vous laisse sur le terrain et vous assumez, je vais pas vous allez pas pouvoir vous cacher sur le banc. Et il est sort genre à plus 30 ou quelque chose comme ça, hein, Borrego à la fin du match. Et je pense que c'est vraiment ça qui a causé la cassure. On s'est dit, les joueurs étaient humiliés, ils se sont dit, bon, on peut pas repartir avec ce mec-là, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu un coup d'arrêt puisque comme tu disais, Gabin, c'est une équipe qui était plutôt spectaculaire à voir jouer l'an dernier, qui avait quand même montré des choses intéressantes, des séries de victoires, quelques séries de défaites, et qui avait les entre guillemets les hauts et bas d'une jeune équipe. Sauf que là, va falloir passer l'étape supplémentaire pour pouvoir espérer aller en playoff, puisque cette équipe-là n'est pas encore allée en playoff. Madiane, que dire? Que rajouter? Qu'ajouter à tout ça? Moi, ce que j'ajoute, c'est que leur intersaison est à l'image de leur play-in. Allons-y. Lançons l'intersaison. Comment dire? Comment dire? C'est rien passé, ils ont juste perdu des joueurs. Voilà. Ils ont perdu des joueurs pour des problèmes hors terrain. Alors, Miles Bridges, on va pas revenir dessus. On ne le verra 99,99%. On ne le reverra pas sous un maillot des Hornets. Montrezarel a lui aussi des problèmes avec la justice, qui a attrapé avec 1 kilo de marijuana dans le Kentucky. Qui sont 2 joueurs qui étaient importants dans l'effectif, mais qu'est-ce qu'on fait, Madiane? L'intersaison, c'est compliqué, là. Mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire que, à la limite, en soi, s'il n'y avait pas eu le play-in, la saison des Hornets aurait été satisfaisante, parce que je te serais dit, ça se développe, on a un beau show, c'est sympa, les gens viennent à la salle, il y a un petit truc quand même, il se passait quelque chose. Il y a le play-in, il est cataclysmique, et tu perds 2 joueurs majeurs, et c'est même pas de ta faute. Enfin, c'est de la faute des joueurs. C'est vraiment, le front office, il y est pour rien si les joueurs ils sont comme ça. Et du coup, tu vas faire quoi? T'as perdu 2 joueurs, t'as aucune contrepartie. Ta seule arrivée, c'est du coup un pick 15, mais du coup, pareil, je suis pas un grand spécialiste du basket universitaire, donc je ne sais pas ce que ça a donné, mais ça m'étonnerait que ça donne l'apport terrain de 2 titulaires quand même très solides.
en NBA. Montrezl Harrell, c'est un joueur très confirmé. Miles Bridges, il a fait une bonne saison. C'est une catastrophe. Donc pour moi, là, t'es obligé de tout reconsidérer parce que tu ne feras pas mieux que ce que tu as déjà fait avec 2 joueurs majeurs en moins. Tom, je pense qu'on a tous les deux tickets. Le front office n'est pas responsable, mais Pas de ça. Il est responsable de plein de choses, mais pas de ce qui s'est passé cet été pour ces 2 joueurs. Exactement. Mais c'est un peu l'image qui est insufflée par cette équipe parce qu'il y a une implosion sur et hors terrain qui est assez lunaire. Tom, qu'est-ce que t'as? Alors, on a parlé de leur intersaison, vu qu'il n'y a rien à dire en fait, mis à part on n'est pas des spécialistes de la législation américaine, donc parlons peut-être du poste de pivot. Tom, je sais que ça t'intéresse beaucoup, je lancerai Gabin après. Moi, j'ai toujours dit que pour moi, la technique de pivot au poste de pivot des Hornets, c'est en gros, on lance, puis on voit ce qui colle, ce qui se maintient. Il y a rien qui a collé. Du coup, c'est un petit peu le problème de la stratégie. Et il se retrouve avec un gros problème au poste de pivot. C'est pas pour rien que c'est une franchise qu'on a constamment associée à Miles Turner, qu'on associe constamment à des pivots depuis peut-être 2 ans, depuis Zeller. depuis Zeller, ouais. Et bah, qu'est-ce qu'on fait avec ce poste-là, Tom, tout simplement? Bah, tu vois, c'est une équipe qui, tu vois, chaque fois, les Hornets, ça fait vraiment 2-3 ans, à chaque fois, on leur dit, oui, il faut un pivot, il faut un pivot, il faut un pivot. Et, en fait, ils utilisent pas mal de ressources pour récupérer des pivots. Mason Plumlee, ils ont utilisé des ressources pour le récupérer, l'an dernier à Détroit. Ils ont récupéré, du coup, à la draft, Kai Jones, qui joue pivot. Ils ont JT Thor, qui joue pivot. Ils ont Nick Richards, qui joue pivot. Et là, ils ont récupéré Mark Williams, aussi, qui joue pivot. Et pourtant, leur meilleur pivot, c'est PJ Washington. Tu vois, il y a un problème déjà, il y a déjà un problème à ce niveau-là. Et puis, autre problématique, c'est le niveau de jeu globalement de PJ Washington, puisque on a vu que lors des fins de match, soit c'était PJ Washington qui prenait le poste 5, ou parfois on avait des 5 avec Miles Bridges qui finissait en poste 5, avec intercalé, par exemple, des gars comme Kelly Oubre, Gordon Hayward, avec en plus de LaMelo Ball et comment il s'appelle, de Terry Rozier. Donc du coup, on voit que malgré il y a pléthore d'options à ce poste-là dans l'effectif, il y en a aucune vraiment qui se détache. C'est le moins mauvais qui joue. Et c'est ça, c'est problématique en fait pour cette équipe-là. Après, je pense que le salut pourrait venir de PJ Washington. Moi, c'est un joueur sur lequel j'avais beaucoup d'attentes et par rapport à l'an dernier, j'étais un peu déçu de son niveau, enfin globalement. C'est vrai que l'an dernier, c'était la première fois qu'il est pas repassé sur le banc puisqu'il était plus titulaire alors il avait toujours débuté en NBA. Il était plus titulaire l'an dernier et je l'ai senti vraiment. Alors, il y a 2 matchs vraiment qui m'ont marqué de lui, mais vraiment à l'opposé des spectres. C'est-à-dire que je l'ai vu un soir contre Nikola Jokic résister défensivement jusqu'à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'aide. C'est-à-dire qu'il défend Jokic seul et qu'il n'y ait pas d'aide et que ça fonctionne. Et je l'ai vu aussi se faire totalement démonter par Bam Adebayo plusieurs fois. Et du coup, moi je m'interroge en fait sur PJ Washington. Est-ce que la vérité pour lui, c'est le poste 5? Ou est-ce qu'il va toujours être condamné à être le poste 4 et qui va nécessiter d'avoir vraiment à investir des ressources sur un vrai poste 5 à côté? Mais ça, on en parlera. C'est toujours un débat qu'on aime poser, mais à quel point un mec que tu as fait jouer un tiers de son temps à NBA au bout de 3 saisons dans un poste qui naturellement semble pas être le sien, à quel point ça impacte son développement, etc. C'est une question qui peut se poser. Gabin, je te lance sur le poste de pivot et je te lance aussi sur la suite parce que on l'a dit, cette intersaison paranormale impose des réflexions qu'on n'est pas censé se poser. C'est-à-dire, quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'on a quand même un deuxième choix de draft récent qui a pas déçu en la personne de LaMelo Ball qui a fait vraiment le taf. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Vas-y, Gabin, je t'en prie. Ok. Non, déjà hyper déçu de l'intersaison des Hornets et surtout au poste de pivot.
parce que c'est depuis longtemps un des gros problèmes. Et en fait, c'est encore plus un problème maintenant parce que PJ Washington a pu jouer en 5, on a vu ce que ça donnait en fin de saison. Sauf qu'en fait, Miles Bridges, il a laissé un énorme trou poste 4. Donc, je pense que naturellement, PJ Washington va récupérer sa place de titulaire poste 4 cette année. Et donc, on repart, je pense, pour une autre année avec Mason Plumlee poste 5. Donc, on a réussi à faire pire que la saison dernière en termes d'effectifs. Parce que du coup, on les a pas entendus sur peut-être pour récupérer Miles Turner, ils ont pas fait de bruit. Pour récupérer DeAndre Ayton, en fait, c'est les Pacers qui ont proposé le max à Ayton. Après, c'est peut-être cher, mais en tout cas, moi, j'ai pas vu de rumeurs comme quoi les Hornets voulaient aller le chercher et ont essayé de mettre le max sur Ayton. Ils ont pas. En fait, t'as l'impression qu'ils ont laissé couler. Ils se sont dit bon bah tant pis, on repart avec Plumlee, mais pour moi, c'est pas une solution Mason Plumlee. Et du coup, après la draft de Mark Williams. Je l'ai pas encore vu jouer, mais apparemment c'est un bon poste 5, surtout en protection de cercle, enfin qui est vraiment efficace défensivement. J'espère qu'on va lui donner des minutes parce que ça sert à rien de. En fait, vu que pour moi l'équipe peut pas faire mieux que ce qu'elle a fait cette année, donc elle va forcément ne pas être en play-in. Je vois pas l'intérêt de faire jouer Mason Plumlee. Je me dis autant laisser en fait de la place à Mark Williams, voir ce qu'il vaut. Parce que de toute façon, l'équipe va pas gagner. Ça sert à rien d'essayer de mettre Mason Plumlee parce que. Ça veut dire que tu vises plus les playoffs, par exemple, toi, Gavin. Ah bah non, mais je me dis peut-être que là, tout de suite, Mason Plumlee est meilleur des deux côtés. Mais en fait, je vois pas l'intérêt. Si t'as un espoir à côté, autant le laisser jouer parce que cette année, je pense que l'équipe va devoir revoir ses intentions à la baisse parce que quand on y pense, ils ont fait 10e. Tu enlèves le meilleur scoreur de l'équipe d'un coup. Il y a 20 points par match qui disparaissent là comme ça. Et tu les remplaces par absolument rien. Enfin, l'équipe ne peut pas faire mieux du coup. Parce que et en plus, en dessous, tout le monde s'est un peu amélioré. Je me dis, les Knicks ont pris Brunson. On a les Wizards qui avaient eu des difficultés la saison dernière. Je les vois au-dessus. Pour moi, les Hornets, ça arrive dans les places 12-13 cette année, mais ça peut plus. Même les play-in maintenant sont hors de portée. Alors que l'année dernière, l'objectif c'était les play-offs. Maintenant, même les play-in, je les vois plus dedans. Est-ce que je me permets de réagir. Je me permets juste de réagir à ce que Gabin a dit. Ils sont allés chercher Steve Clifford. Ouais. Voilà. Ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais ils sont pas allés le chercher. Parce que c'est justement ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont d'abord eu un accord avec Atkinson de 4 ans, oui. quand même. Oui. Donc Atkinson allait rejoindre, et visiblement, parce que il y a un problème dans cette franchise, et le problème, c'est pas le GM, ça va plus haut que le GM, mais bon, c'est un personnage sacré, donc faut pas dire grand chose. Mais les mecs, enfin, apparemment, ça a chopé parce qu'en fait, ils veulent pas aligner le salaire pour avoir un staff décent. Voilà. On se rend compte du niveau de médiocrité qu'est en train d'accepter l'icône ultime du basket NBA, parce que là, on est quand même sur un niveau où, parce que t'as pas voulu lâcher assez de salaire pour du staff, il y a le coach que tu voulais est resté assistant. Enfin, ouais. c'est un niveau de délire que j'ai jamais vu. Le deuxième coach qui était en liste n'est même pas considéré, en fait. C'est-à-dire que t'avais, c'était soit Atkinson, soit D'Antoni. Ouais. Et finalement, c'est Clifford. On sait pas d'où ça vient. Ah ben, moi, je pense que parce que Clifford, c'était pas cher, hein. Moi, je commence à penser que vraiment, c'est géré, c'est une affaire de petits sous. C'est que, dans cette franchise, ça fait un moment qu'ils sont médiocres, mais on comprend pas ce qu'ils veulent faire. Que le poste de pivot, c'est un problème depuis longtemps, mais ça bouge pas. Et puis, ça a l'air d'aller très bien comme ça. Enfin, il y a un moment, je suis désolé, quelles sont les perspectives de cette équipe? C'est-à-dire, il y a eu un petit truc l'an dernier. Ok, l'intersaison et tout n'est pas de leur faute, mais là, je ne leur vois aucun avenir avec cet effectif-là. Ce coach-là, il va faire jouer les vétérans à fond, il va essayer de gagner, et même limite, c'est pas ce qu'il leur faut, parce qu'il va tellement essayer de gagner des matchs que moi, je pense qu'ils vont se retrouver, si ça se trouve, dans une des pires positions où ils vont même pas être au play-in, mais ils vont même pas être au à la draft. Ça, moi, je sens poindre à une saison ventre mou dans l'anonymat le plus total de la ligue, parce qu'en plus, enfin,
la Melo Ball, il y a du talent en fait dans cette équipe. Il y a moyen qu'ils gagnent des matchs, hein, même comme ça, parce que Il y t'es a à vraiment l'aise, du talent dans cette équipe. il y a quand même de quoi faire. C'est pas une équipe où il y a rien, où c'est le vide intersidéral, où ça part tanker. Et je pense qu'avec Clifford en plus, ils vont gagner des matchs et ils vont se retrouver, je sais pas, avec un pic entre 8 et 10. Assez bien, pas assez haut pour espérer que ce soit un talent qui te fasse vraiment faire un step up, mais quand même loin du play-in. Moi, je pense que c'est ça leur avenir. Vous êtes d'accord, les gars? L'avenir, Gabin, loin du... Vas-y, Tom, et ensuite Gabin, le mot de la fin. Oh, ça arrive. Bah, comme un peu, ça, ils seront un peu comme l'an dernier, mais un peu plus bas, quoi. Et la problématique avec ça, c'est que tu vois, ils ont fait des moves. Donc tu vois, ce sont des moves en fait qui vont à l'encontre au final de ce que l'équipe a essayé de faire depuis la draft de la Melo Ball. Hein. On se retrouve vraiment dans une équipe. Voilà, ils ont sketché le contrat de Nicolas Batum pour pouvoir signer Gordon Hayward. Ils ont ramené Kelly Oubre pour renforcer le banc et pour avoir de la densité à l'aile. Ils ont gardé les Cody Martin. Et ces gars-là, sous Clifford, ils vont jouer. Parce que Clifford, c'est un coach qui va privilégier la défense. Là, le Showtime, les James Bouknight, là, les joueurs qui ont été draftés récemment, qui sont penchés sur l'attaque. Ben, avec Clifford, je pense pas qu'il va. Enfin, on a plus de chances, je pense, de voir des mecs comme McDaniels, de voir des Martins, ces gars-là jouer sous Clifford, que de voir des jeunes joueurs avec, qui gâchent entre guillemets les rotations défensives. Donc moi, je suis un petit peu inquiet. Donc je pense que cette saison, peut-être qu'ils vont vendre, vont peut-être essayer de faire peut-être un step back, vendre des joueurs, parce que on l'a dit vraiment en pointillé, on va pas beaucoup parler de son cas et de ce qui s'est passé pour lui. Mais Miles Bridges, l'an dernier, c'est le deuxième joueur qui a joué le plus de minutes en NBA. Et il couvrait les positions 2, 3, 4, voire 5 en fin de match. Tu peux pas remplacer ça. Et du coup, ça crée des trous dans ton effectif et tu vas te retrouver peut-être à avoir peut-être Kelly Oubre titulaire, qui est capable de te mettre 10-3 points un match, te faire 1 sur 9 le lendemain. Tu devras compter sur la santé de Gordon Hayward, qui, quand il joue, est bon, mais il y a trop de moments où il joue pas. Donc c'est vraiment problématique. Donc moi, je pense qu'ils seront dans une situation où cette année, ils vont vendre. Donc je pense que leurs vétérans, ils vont essayer de les transférer pour essayer de repartir pour la 4e, voire 5e année de la Melo Ball avec des assets pour pouvoir l'accompagner, quoi. Parce que là, par exemple, les joueurs qui ont été draftés juste après la Melo Ball, il y a personne vraiment qui a éclaté en fait dans l'équipe, hein. Puisque Bouknight l'an dernier, il a quasiment pas joué, c'était une grosse déception. Kai Jones, une grosse déception. Là, ils redraftent un mec sur le poste de Kai Jones. T'as JT Thor qu'ils avaient l'an dernier, qui est un joueur drafté, qui est aussi sur le poste en plutôt 4-5. Donc au final, t'as personne. Donc il va falloir trouver du talent, quoi. Il va falloir trouver du talent en dehors de PJ Washington, parce que PJ Washington, vous le voyez devenir une 2e ou une 3e option? Il va falloir faire mais un ça jour n'a aussi. aucun sens. Vas-y. Ça n'a aucun sens ce qu'ils font là. Enfin, je suis désolé. Donc, tu prends Atkinson pour développer des jeunes. T'as pas Atkinson, tu prends Clifford, qui fait l'opposé. Et là, on se dit bien que l'effectif, c'est pas fait pour aller jouer les playoffs. Et du coup, qu'il va falloir développer les talents. Mais en fait, t'as Clifford. Ça n'a, non mais vraiment, ça n'a ni queue ni tête ce qu'ils font. Ça n'a aucun sens avec ce qu'ils ont fait avec Gordon Hayward. Nicolas Batum va encore toucher 8 millions cette année hein, sur, c'est pas mal, hein, c'est un beau petit Pour vivre à Los Angeles. Ça n'a aucun sens. Vraiment. C'est le bordel, cette franchise. Et moi, je m'étonne, encore une fois, que la personne qui possède cette franchise accepte ce niveau de médiocrité. Parce que c'est médiocre. C'est n'importe quoi. Alors, après, ayant vu le passage en tant que GM de cette personne, peut-être qu'il y a une cohérence dans cette vision, pas sur le terrain, mais vraiment la médiocrité
des Hornets. Enfin, et le fait que ça n'a aucun sens et que je ne comprends même pas quel est le fil conducteur dans ce qu'ils essayent de faire, c'est problématique à mes yeux. Vraiment. Le seul truc qui me rassure, c'est que je me dis que effectivement, s'il y en a un qui ose faire ce qu'ils ont fait contre les Hawks, il verra plus jamais le terrain de la saison avec Clifford. Ça, c'est sûr. Mm. Donc au moins, au niveau du sérieux défensif, je pense que cette franchise va être beaucoup plus sérieuse. Mais au prix du côté un peu flashy, un peu sympa qu'ils avaient, ça, je pense que oui, on l'aura moins. Deux choses, et je laisserai le mot de la fin à Gabin. Deux choses. Je suis plus ou moins d'accord avec ce que tu viens de dire, Madiane, sauf si le joueur s'appelle LaMelo Ball, parce que une des conséquences directes de la fin de l'Air Bridges, c'est que LaMelo Ball est de loin le meilleur joueur de l'effectif, en fait. Mais de très très loin, quand Hayward n'est pas là. Ouais. C'est-à-dire que tu le mets sur un piédestal par rapport au reste, là où il y avait avec Bridges, alors les fans de Hornets diront que LaMelo Ball était meilleur, mais en tout cas, il n'y avait pas un océan avec le deuxième meilleur joueur. Et deuxième chose, il va falloir qu'on fasse une spéciale draft des Hornets, parce que Tom, quand tu faisais cette liste, moi je remontais dans le passé, et au niveau de la draft, c'est cataclysmique en fait cette équipe. Là où on est d'accord que la draft est une loterie, il se rate, mais depuis que je regarde la NBA, mais de manière industrielle. C'est fabuleux quand même de se rater à ce point-là. Gabin, je te laisse le mot de la fin. On s'excuse aux fans des Hornets qui existent parce que leur période des années 90 leur a offert quelques fans, mais on voit pas la direction en fait. Mais déjà, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est Isaiah Thomas. Pour le coup, lui, il avait pas un kilo de Ah, c'est la marijuana dans cerise. son sac. Et donc, enfin, il est parti. Enfin, son contrat est fini, mais il y a toujours pas de meneur backup aux Hornets. Et ils auraient pu se positionner sur. Il y avait des noms. Il y avait Gary Payton Jr. Il y avait, je sais pas, Malik Monk ou Ricky Rubio. Et là, on est le 16 août. On a toujours personne. Du coup, enfin, en fait, je comprends pas vraiment pourquoi, parce qu'il reste des noms disponibles. On a entendu il y a 3 semaines parler de Kemba Walker et de Isaiah Thomas. On n'a toujours pas de nouvelles. Je sais pas s'ils essayent de nous faire croire que beaucoup de franchises veulent Kemba Walker. Enfin, mais et du coup, Merci pour même le pauvre Gabin, on rigole, mais vas-y. C'est terrible. mais c'est triste. Ah, Et du coup, on comprend pas parce que si les intentions de l'équipe sont de gagner, bah il va te falloir quelqu'un. Et mais du coup, c'est une équipe qui peut pas forcément faire perdre non plus pour aller tanker parce qu'ils ont des bons joueurs en fait. Mineur, il y a quand même LaMelo Ball, il y a Terry Rozier. Et du coup, il faudra essayer de vendre. Mais par exemple, Gordon Hayward, il coûte 30 millions la saison et 31 millions la saison prochaine. Et ça devient en fait hyper problématique parce que pour moi, là, en ce moment, il y a plus grand intérêt à le garder dans l'effectif. Mais en même temps, qui va vouloir aller chercher Gordon Hayward à ce prix-là pour ce qu'il apporte réellement? Déjà, on ne peut pas compter sur lui une saison entière. En fait, il y a beaucoup trop de doutes déjà au niveau des blessures. Et maintenant, niveau défensif, il est devenu très moyen, moins. Et du coup, en fait, je suis hyper pessimiste comparé. Je suis pessimiste quand on pense à l'avenir des Hornets parce que c'est une équipe que je vois pas aller gagner dans les prochaines années. Mais en même temps, ils peuvent pas perdre parce qu'ils ont des bons joueurs qui vont devoir rester. Et du coup, j'ai l'impression que là, on va rester dans les places de 10 à 13, 10, 14 pendant au moins une ou deux années. Et pour moi, ça, c'est terrible parce que les autres équipes ont des projets. Les équipes en dessous, elles ont des jeunes à développer, elles ont un projet. Là, les Hornets, pour moi, ça va être une saison horrible. Parce que même si par exemple le Thunder va avoir moins de victoires, le Thunder, ils ont leurs jeunes et ils ont un projet à développer avec eux. Là, les Hornets, je vois pas ce qu'on fait maintenant avec l'effectif qu'on a là. Puis si tank, je vais me permettre le mot de la fin sur lequel un des trois va rebondir, je le sais, mais bon, je suis naïf. Si tank, le train du tanking est déjà parti. Hein. Il y a des équipes qui sont blindées d'assets, qui vont perdre, qui vont aligner des 5 qui n'ont strictement aucun sens. Et LaMelo, on l'a dit, tu l'as dit, Gabin, LaMelo Ball, Terry Rozier, c'est pas fou, c'est pas incroyable, mais quand tu as des équipes qui tankent de manière industrielle, c'est trop déjà. C'est trop de base. Et en plus,
Madiane l'a rappelé, tu as Clifford. Donc, voilà. Bah, bonne chance aux fans des Hornets. Je pense qu'on va conclure là-dessus, les gars, parce que j'avoue que Gabin, je te laisse le mot de la fin. J'ai été achevé quand Gabin a mentionné Isaiah Thomas et Kemba Walker. Isaiah Thomas et Kemba Walker. Là, fallait se mouiller la nuque avant, hein. C'était difficile. Hein. Non, mais c'est les noms qui sont sortis, hein. Mais je me dis, c'est mieux Oui, que oui. rien, parce que là, il y a rien. Oui. Il y a rien. Ça, c'est mieux que rien. Et en fait, je sais pas pourquoi ils sont pas signés, du coup, si on a parlé d'eux. Mais d'ailleurs, ça serait limite, tu vois, pour un mec comme Kemba qui est une légende hein, dans l'histoire de la franchise, je trouverais ça c'est limite une fin affreuse qui revienne dans une équipe sans projet pour jouer un rôle de backup insignifiant dans une équipe qui n'a ni queue ni tête, coachée par Clifford. Il ne revient pas. Il ne revient pas Il vraiment. jouera pas, hein. Il jouera pas, hein. C'est moi Clifford, Enfin, il le fera pas jouer. Enfin, pour un mec qui a obtenu son All-Star, enfin bref, Il y a 3 ans, il était All-NBA, hein, Kemba. T'imagines, enfin, c'est pas possible de revenir dans un tel marasme. Enfin bref. Encore une fois, bonne chance aux fans des Hornets. Suivez-nous sur toutes les plateformes. Je vous avoue que là, après avoir parlé de Hornets à 3h30 du mat, il y a des espèces de questions existentielles qui se posent à propos de ma vie. Donc du coup, je remercie Gabin, Madiane, Tom d'avoir participé à cette émission, surtout sur la fin, pour déverser notre haine, pas tellement, mais notre incompréhension sur cette équipe autour de laquelle il y a des incompréhensions depuis pas mal d'années quand même. Si on revient peut-être à l'avant-projet Lamelo, on vous invite, je l'ai dit, à nous suivre sur les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Spotify, n'hésitez pas, je vois qu'il y a de plus en plus de 5 étoiles sur Spotify, donc on vous remercie. Laissez un petit commentaire aussi quand c'est possible sur YouTube. Et puis nous, eh bien le mois de septembre approche, le mois des previews, le mois du VDH20, tout est en train d'être préparé minutieusement. On vous laisse, alors c'est pas pour tout de suite, mais on vous laisse commencer à réfléchir par rapport à ces épisodes légendaires. Nous, on va marquer une pause, plus qu'une pause, on va surtout se reposer et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Salut. Tchuss. Salut.